Le 6 juillet 1988, la plateforme pétrolière Piper Alpha explose et sombre dans la mer du Nord, tuant 165 hommes dans ce qui peut presque être décrit comme une suite d'événements raisonnables. Au début des années 70, 4 entreprises s'associent pour explorer et rechercher du pétrole en mer du Nord. En 1972, ils reçoivent une licence d'exploration et découvrent en 1973 le champ pétrolifère Piper. Les 4 entreprises créent la coentreprise Occidental Petroleum Company Limited, Occidental Petroleum Company Limited, et lancent la construction de la plateforme Piper Alpha et des pipelines vers le terminal pétrolier de Flotta dans les Orcades, chargé de recevoir et traiter le pétrole. La plateforme Piper Alpha est construite par McDermott Engineering et Union Industrial Enterprise en 4 modules, séparés par des murs coupe-feu. En 1975, les modules sont assemblés chez McDermott à Ardersier, en Écosse, puis flottés jusqu'au champ pétrolier Piper à 475 pieds de profondeur. Le module A est le module de forage. À l'opposé de la plateforme se trouve le module D, les quartiers d'habitation. Les modules sont organisés de façon à ce que les activités à haut risque soient estimées, soit les plus éloignées quant à des installations de l'équipage, comme les quartiers d'habitation et la salle de contrôle. En 1976, la production de pétrole commence avec 250 000 barils de pétrole par jour et augmente à 300 000 barils par jour lors de la première phase de production, qui est limitée uniquement au pétrole. Piper Alpha est la plateforme pétrolière principale. L'oléoduc principal relie Piper Alpha à Flotta. La plateforme Claymore pompe du pétrole dans l'oléoduc principal à Winged Mills, à l'ouest de Piper Alpha. La plateforme Tartan envoie du pétrole vers la ligne principale via Claymore. Piper Alpha transporte son pétrole, tandis que Tartan rejoint le pipeline à Claymore. Piper Alpha est l'une des plus grandes plateformes pétrolières de la mer du Nord. En 1978, une reconstruction majeure est lancée afin de se conformer aux exigences britanniques de conservation du gaz, pour capter le gaz qui est habituellement torché ou brûlé comme sous-produit de l'extraction du pétrole. Fin 1980, un module de conservation du gaz a été installé dans les modules B et C, entre la salle de contrôle et le puits de forage, pour capter le gaz et l'acheminer à St Fergus, au nord d'Aberdeen, en Écosse. La salle de compression du gaz et la salle de contrôle sont séparées par un mur coupe-feu. Le gaz et le pétrole sont produits dans ce que l'on appelle la production de phase 2. Tartan et Claymore pompent en compte tous deux du gaz vers Piper Alpha, qui à son tour envoie tout le gaz vers la plateforme de compression MCP1 située à 30 miles au nord-ouest de Piper Alpha, puis jusqu'à St Fergus sur le continent. La production pétrolière et gazière de la phase 2 progresse bien dans les années 80. Fin des années 80, de grands travaux de reconstruction et maintenance sont prévus. En juillet 1988, 6 grands projets sont en cours, y compris le remplacement du module de conservation du gaz. Opcal prévoyait d'abord de rediriger le gaz de Tartan et Claymore et de fermer complètement Piper Alpha durant la reconstruction. Mais pour maintenir la production, ils ont adopté des mesures de sécurité raisonnables. Pendant la rénovation, ils produisent toujours 120 000 barils de pétrole par jour. Pour remplacer le module de conservation du gaz sur Piper Alpha, la plateforme repasse à la production de phase 1, produisant du pétrole et brûlant le gaz en torchère. Le module de conservation du gaz est retiré. Le gaz provenant des plateformes Tartan et Claymore est toujours acheminé via Piper Alpha. À 12h00 le 6 juillet, 1988 de pompes à condensat A et B séparent le condensat du gaz afin qu'il puisse être traité ultérieurement dans différentes usines. Le condensat est une forme légère de pétrole brut qui se sépare du gaz lors du changement de pression et de température entre le puits, sous la mer et la plateforme. Pompe A arrêtée pour inspection et entretien semestriel. D'abord, sur la même conduite à plusieurs mètres, la soupape de sécurité sera inspectée et entretenue. Un ingénieur enlève la soupape de sécurité. Le tuyau de condensat ouvert est provisoirement scellé par un couvercle à disque métallique plat. Le couvercle est serré à la main afin que la soupape de sécurité puisse être facilement remplacée après son entretien. À 17h55, l'inspection et l'entretien ne sont pas encore terminés. À la fin de son service, l'ingénieur remplit une autorisation indiquant que la pompe A n'est pas prête et ne doit en aucun cas être mise en marche. À 18h, l'équipe de nuit prend le relais de celle de jour. 62 hommes gèrent Piper Alpha, pendant que 164 autres mangent, dorment ou se reposent dans les quartiers d'habitation.
Le chef d'équipe est occupé, alors l'ingénieur place le permis dans la boîte d'équipement concernée et part sans discuter du raccord desserré. À 18h, les plongeurs de Piper Alpha changent aussi d'équipe. Les plongeurs pénètrent dans l'eau sous le réseau de tuyaux. Quand ils commencent leur service, ils descendent un escalier en acier et s'équipent sur une plateforme en acier. La plateforme de préparation est sous le module B de celle de traitement du pétrole, pouvant devenir glissante. Pour lutter contre cela, la plateforme métallique est perforée de trous. Ces trous remplissent deux fonctions. Les bords surélevés améliorent tantôt l'adhérence des travailleurs autour de la structure et laissent de l'huile tomber à travers les trous, évitant ainsi l'accumulation dangereuse. Les plongeurs retirent leurs bottes puis mettent leur combinaison étanche. Mais ces trous perforés sont tranchants, ce qui est bon pour l'adhérence mais pas agréable à piétiner pieds nus. Les plongeurs font un choix judicieux en installant un tapis en caoutchouc. Ils s'équipent et entrent dans l'eau à 19h. Piper Alpha possède un système automatique anti-incendie. Si un incendie est détecté, le système démarre automatiquement les pompes diesel. Ces pompes diesel peuvent aspirer d'énormes quantités d'eau de mer à 120 pieds, sous la ligne de flottaison. Un réseau de tuyaux arrose ensuite les ponts pour éteindre toute flamme. Lorsque des plongeurs sont dans l'eau, le système d'extinction d'incendie est placé en mode manuel. Si les pompes démarrent automatiquement alors qu'un plongeur est près de l'entrée à 120 pieds, il risque d'être aspiré contre la grille d'admission et coincé jusqu'à l'arrêt des pompes ou écrasé par l'eau entrant dans le tuyau. La procédure sur la plateforme Claymore consiste à laisser le système automatique activé tant que des plongeurs sont dans l'eau, sauf s'ils travaillent à moins de 3 à 5 mètres du tuyau d'admission. Auquel cas, comme sur Piper Alpha, il désactiverait le système automatique et fonctionnerait en mode manuel en cas d'incendie. Les inspecteurs de la santé et de la sécurité ont recommandé que Piper Alpha adopte la même procédure, mais avec tous les travaux de reconstruction et de maintenance en cours, la décision a été prise de la mettre en œuvre plus tard. Le 6 juillet 1988, les plongeurs ne travaillant près d'aucun tuyau d'admission. Plus haut dans le pipeline, de la glace de méthane provoque un blocage qui arrête automatiquement la pompe B à 21h45 pour éviter une montée de pression dans le pipeline, et les ingénieurs ne parviennent pas à la redémarrer. Les ingénieurs parlent avec le chef d'équipe pour savoir s'ils peuvent démarrer la pompe A. Il lit le permis de travail pour la pompe A et constate que l'inspection et la maintenance prévues n'ont pas encore commencé. La pompe A est fonctionnelle et, tout comme déplacer la révision annuelle de votre voiture d'un jour à l'autre, il est raisonnable de reporter l'inspection et de démarrer la pompe A afin de réduire la pression dans le pipeline pendant qu'il dégage le blocage. Mais le permis pour l'entretien de la soupape de sécurité sur le même pipeline est rangé dans une autre boîte à équipement, car la pompe et la soupape de sécurité se trouvent à des endroits différents, et il ne voit donc pas l'instruction de ne démarrer la pompe A sous aucun prétexte. Sous la pression de relancer le pipeline et en se concentrant sur la pompe A, le chef d'équipe autorise son démarrage sans savoir que la plaque de la soupape de sécurité est serrée à la main. En fait, comme la soupape de sécurité se trouve à plusieurs mètres de là et à un niveau différent, les ingénieurs ne voient maintenant pas que la soupape de sécurité a été retirée. À 21h52, la pompe A démarre. Le condensat s'écoule dans la conduite et, presque aussitôt, les ingénieurs entendent un sifflement quand du gaz s'échappe par le disque métallique serré à la main couvrant la soupape de sécurité. Des alarmes de gaz retentissent et les hommes sur la plateforme cherchent la source de la fuite. À 21h55, le condensat volatile s'enflamme et une explosion traverse le mur coupe-feu séparant le module de conservation du gaz et le centre de contrôle. La salle de contrôle est presque détruite et plusieurs membres clés du personnel sont tués dans l'explosion. Jeff Bollins, chef d'équipe, survit à l'explosion et active aussitôt l'arrêt d'urgence fermant les vannes principales pour stopper l'extraction de gaz et de pétrole. Il s'échappe ensuite de la zone avec les autres hommes valides. Des débris de l'explosion endommagent un petit tuyau de condensat qui s'enflamme dans la flamme de l'explosion. Aucune alarme n'est activée dans le module D, les quartiers d'habitation de la plateforme, et comme le centre de contrôle a été détruit, personne ne donne ni ne reçoit d'instructions pour évacuer. Les opérateurs de Tartan et Claymore constatent des anomalies à cause des explosions visibles à 20 miles, mais poursuivent l'extraction de pétrole et de gaz, n'ayant pas l'autorité d'arrêter la production, ce qui prendrait des jours à relancer.
À 22h04, l'opérateur radio David Kinrod envoie un appel de détresse Mayday. Explosion et incendie sur la plateforme Piper, tout le personnel a abandonné. À 22h05, la station de garde-côte d'Aberdeen envoie l'hélicoptère Seeking Sun 38 de la base de sauvetage de Lottymouth. La Royal Air Force dépêche un Hawker Siddeley Nimrod depuis leur base de Kinloss pour agir en tant que commandant sur place. Sauvetage 1. Les navires de soutien en mer du Nord entendent le Mayday et se préparent à intervenir comme navires de sauvetage ou hôpitaux flottants. À 22h06, dans le module B, un réservoir de pétrole brut cède à cause de la chaleur. La zone est vite inondée de pétrole en feu, dégageant un épais panache de fumée noire. Le pétrole en feu coule sur la plateforme de préparation des plongeurs et commence à s'accumuler sur le tapis en caoutchouc qu'ils ont installé. L'incendie qui s'accumule prend de l'ampleur jusqu'à 22h20 lorsqu'il perce le pipeline Tartan, qui se rompt de façon explosive, alimentant l'enfer avec près de 30 tonnes de gaz par seconde. Les marins sur des navires à plus d'1 mile ressentent l'explosion dans l'air. À 22h30, le navire de soutien Turos s'approche de Piper Alpha. C'est un navire multifonctionnel avec logement, hôpital, équipe de plongée en saturation, installation de recherche et sauvetage, et canon à eau haute pression. Elle utilise son canon à eau lorsque c'est possible, mais il est trop puissant pour être utilisé à pleine puissance, car cela pourrait blesser ou tuer toute personne touchée par l'eau à haute pression. Une zone de triage et de réception est installée sur le pont d'hélicoptère du navire, avec la présence d'un médecin offshore et l'assistance de secouristes plongeurs de l'équipe de plongée en saturation Turos. Le navire de soutien Sandaven arrive sur les lieux et déploie un bateau rapide de recherche et de sauvetage pour trouver des survivants dans l'eau. À 22h50, le pipeline menant à la plateforme gazière MCP1 cède et explose. Le gaz en expansion s'échappe à nouveau du pipeline et projette des flammes à plus de 90 mètres dans les airs. Le bateau de sauvetage rapide du Sandaven est piégé par des débris provenant de l'explosion. La structure en acier de Piper Alpha fond et le Theros doit battre en retraite à cause de la chaleur. La plateforme Claymore cesse de pomper vers Piper Alpha, mais le pipeline de 20 miles contient encore beaucoup de condensat et de gaz sous pression. Les hommes sur Piper Alpha sautent soit de la plateforme dans les eaux glacées de la mer du Nord, soit ils sont piégés dans les quartiers d'habitation du module D qui se remplissent de fumée noire. Mark Reed pense à son petit garçon de 14 semaines alors qu'il saute de 53 mètres depuis l'héliport. À 23h18, la conduite de gaz Claymore se rompt et explose. L'accumulation de pression dans le pipeline se combine maintenant au gaz du pipeline Tartan pour alimenter l'incendie pendant des heures. À 23h35, l'hélicoptère Seeking Rescue 138 de l'Ocimat arrive sur les lieux et la logistique pour transporter les survivants et le personnel clé entre les navires et l'hôpital sur le continent commence. Le personnel non essentiel est évacué et remplacé par des ambulanciers d'autres plateformes et navires. À 23h50, 2 heures après la première inflammation de la soupape de sécurité de la pompe A, la structure s'effondre. L'incendie, alimenté par les conduites de gaz remontant de la mer sous Piper Alpha, brûle à plus de 1800 degrés Fahrenheit. Cela a fait fondre la base de la structure et maintenant l'infrastructure commence à s'effondrer dans l'océan. Puis le module D, les quartiers d'habitation, passent sous la ligne de flottaison avec près de 100 hommes attendant le signal d'évacuation. Le navire de recherche et sauvetage du Sandaven est aspiré dans la structure en train de couler. 2 membres d'équipage du bateau et 6 du Piper Alpha, qu'il venait de sauver, sont tués. Le capitaine était le seul homme à survivre. À minuit 45, le module de forage A est tout ce qu'il reste. Des bateaux et hélicoptères de secours retrouvent survivants et corps en quelques heures. À 7h25, les derniers survivants sont emmenés à l'hôpital d'Aberdeen. 167 morts. 61 ont survécu. 30 corps jamais retrouvés. Une équipe spécialisée de pompiers met 3 semaines à éteindre l'incendie. À la fin de 1988, une équipe de plongée en saturation a récupéré le module d'habitation D à 145 mètres de profondeur, ainsi que les corps de 87 hommes piégés à l'intérieur. Bien qu'il ne soit pas raisonnable de s'attendre à un tel résultat, les décisions prises en cours de route étaient des décisions raisonnables. Tant que ces décisions restaient en isolé, Piper Alpha fonctionnait dans une sécurité relative. Mais ces décisions successives ont entraîné une série d'événements mortels.